Vous sentez-vous menacé? Avez-vous peur de votre entourage? Est-ce que ça vous fait peur de vous afficher devant les yeux du public? Avez-vous peur de vous présenter aux élections? Parce qu'il semblerait qu'il y a eu, pendant les dernières élections, un petit laisser-aller au niveau du moulin à parole des Québécois. Il semblerait que les Québécois ont de plus en plus la parole facile, le sens très critique, et que ça leur entraîne de plus en plus d'ennuis. Donc, il semblerait que selon ce qu'on dit des médias, on en fait pas mal sensation, on en fait un mouvement sensationnalisme, parce qu'on dit que les menaces envers les politiciens, envers les élus, envers les personnes qui se présentent aux élections, envers les journalistes, envers les personnes qui se présentent et se représentent et se montrent aux yeux de la sphère publique. Il semblerait que les menaces soient en pleine expansion. Il semblerait qu'on ait reçu, en tout cas que les élus aient reçu, pas moi, en tout cas eux. Il semblerait que lors des dernières élections, en tout cas la police, elle a reçu pas loin, puis je vais vous dire le vrai chiffre, pas loin de 217 signalements qui ont été faits à la police. Ces 217 signalements qui ont été faits pour des menaces pendant la dernière campagne électorale, ce qu'on réalise, c'est que sur ces 217 signalements, il n'y en a pas 217 qui étaient des menaces. Donc, aujourd'hui, à Québecwood, sur le sens critique, dans ce podcast qui parle de choses politiquement correctes et incorrectes, on va parler de est-ce que on a des raisons de se sentir menacé au Québec? Est-ce qu'il y a réellement raison de crier à la menace? Est-ce qu'il y a une menace quelconque? Est-ce qu'on risque un danger? Est-ce que c'est dangereux de se présenter aux élections ou est-ce que c'est plus pour nous faire peur? On va enchaîner tout de suite là-dessus dans ce podcast qui va démystifier un peu la chose. Donc, l'information nous provient d'une source assez fiable, c'est la Sûreté du Québec. Donc, l'information nous vient de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec qui nous affirme avoir arrêté 31 personnes pour des infractions criminelles, pour avoir fait des menaces envers et contre des candidats aux dernières élections provinciales. Pourquoi on a juste arrêté 31 personnes alors que tantôt je vous parlais de 217 signalements qui ont été faits pour des menaces pendant la dernière campagne électorale? C'est parce que dans les faits, plusieurs concernaient plutôt des propos désobligeants envers les candidats. Donc, c'était juste des propos insultants, des propos désagréables. C'était pas des menaces en tant que telles. Ça veut dire que dans le fond, malgré le fait que sur les 217 signalements pour menaces, il y a 31 personnes qui ont dû malheureusement être arrêtées. C'est très dommage, là. Je trouve ça désolant qu'on en arrive là. Il y a quand même 69% des personnes qui n'ont pas été arrêtées parce que c'était juste des remarques désobligeantes. C'était peut-être juste des propos insultants, pas polis, désagréables, mais c'était pas illégal. Autrement dit, il y a des gens qui ont peut-être dit des choses méchantes contre des élus qui l'ont pris personnel, contre des futurs candidats qui se présentaient aux élections, puis ils ont fait des signalements pour menaces, alors que finalement, c'était pas menaçant, c'était juste vraiment pas fin, tu sais. Il y a des cas comme ça, dans d'à peu près, quand on calcule ça, c'est 151 signalements sur les 217 qui n'ont pas fait suite à des plaintes. Donc, on parle quand même de 70%, de 69,59% des personnes sur les 217 signalements qui n'ont pas fait réellement des menaces. Donc, déjà là, en partant, on peut dire qu'on a fait une exagération de la chose. Que les médias ont tellement exagéré le principe des menaces envers les élus qu'on dénonce un phénomène à un point où on réalise qu'il y a eu beaucoup de signalements, beaucoup de dénonciations pour des menaces envers les élus, alors que dans plusieurs des cas,
dans plus de 60% des cas, c'était même pas réellement des menaces. C'était juste des propos qui étaient peut-être désagréables. Donc, à la limite, on a peut-être cherché à censurer des gens avec la justice. On a peut-être même utilisé l'autorité et la force contre l'opinion et la liberté d'expression des personnes qui se sont exprimées, mais peut-être pas poliment. Mais encore là, comme je dis, c'est pas parce que tu es désagréable, que c'est pas poli, que ce que tu dis c'est pas fin puis c'est insultant, que c'est illégal. Il y a une nuance, là. C'est pas parce que je te dis pas des mots d'amour puis que je te flatte pas dans le sens du poil puis je te dis pas que t'es beau puis que t'es fin que je suis plus légal que quelqu'un d'autre qui t'envoie chier comme le Christ puis le diable, là. Parce que si on regarde ça, sur 217 signalements, il y a 31 signalements qui ont porté à des arrestations, qui ont mené à des arrestations, qui veut dire que c'était grave au point de tuer quelqu'un. Donc, il y a à peu près 15%, c'est 14,29%. Il y a à peu près 15% des personnes qui ont réellement fait des menaces par rapport à 69% de ces personnes qui n'auraient pas fait réellement des menaces contre les élus, mais qui auraient juste eu des propos désobligeants. Ainsi, selon la Sûreté du Québec, il y a eu 31 arrestations dans ces 217 signalements. Par contre, ainsi, selon la Sûreté du Québec, il y a eu 66 infractions criminelles en lien à ces signalements. En tout, il y a eu 47 crimes contre la personne et 19 contre la propriété, a précisé le porte-parole de la Sûreté du Québec. Donc, ça veut dire que dans ces 217 signalements, il y en a 69% qui étaient des signalements exagérés. Il y en avait 66% finalement une acte criminel. Et on dit sur ce 66%, il y en avait environ 47 un crime contre la personne. C'est que ça veut dire qu'il y avait à peu près finalement 21%, à peu près 22%, 21,66% de ces signalements-là qui étaient un véritable crime contre la personne, qui était une menace contre la personne. Et dans 8% des cas, dans de 9% de ces cas-là, c'était finalement un risque de crime de lien, en lien avec la propriété, en lien avec, c'est ça, la propriété de quelqu'un, des affiches électorales, un lieu de résidence, des biens matériels, une voiture de quelqu'un. C'était en lien pas avec la personne, mais c'est bien à lui, donc la propriété. Donc on réalise que finalement, c'est une statistique moindre et marginale de personnes qui sont portées à faire des réelles menaces. On réalise que 30% de ces 217 signalements étaient fondés. 30% représentaient un risque de crime, ont mené à des arrestations, c'était un crime. Encore là, c'est justifiable, on n'a pas étudié le cas par cas, on ne sait pas le contexte de ce qui a été dit, de ces choses-là. Donc, c'est sorti de son contexte, c'est dur à mettre en contexte, mais il y a 30% de ces cas-là qui ont mené à une arrestation ou qui ont mené à des plaintes ou à un acte criminel. On sait de l'autre côté qu'il y en a 69% de ces cas-là où ce que finalement tu te rends compte que non, finalement c'était des signalements exagérés, qu'il n'y avait pas de menace en tant que telle, que c'était plutôt des propos désobligeants, c'était plutôt des choses qui n'étaient pas polies, c'était peut-être juste méchant, pas agréable à lire et à entendre, mais c'était pas illégal vis-à-vis la liberté d'expression puis ce qu'on a dit sur les élus. Donc, on se rend compte que on est en train de donner des proportions démesurées à une réalité qui est finalement marginalisée. On se rend compte même qu'il y a peut-être même un peu d'abus dans la dénonciation. Quand on regarde que 69% des signalements qui étaient non fondés, qui n'étaient pas avérés, ça veut dire que les gens ont cherché à dénoncer des actes qui n'étaient même pas répréhensibles. Donc, on réalise qu'il y a eu une vague de dénonciation. Et que dans la majorité de ces cas, la dénonciation était largement exagérée et insuffisante pour amener à des accusations criminelles. Ce qui veut dire que finalement, tout ce principe de dénonciation-là,
Ça en va juste du principe de la tolérance de la personne qui dénonce. Parce que vous savez, si on regarde la statistique dans un autre sens, dans un autre angle, on réalise que 69% de ces cas-là qui étaient des signalements totalement exagérés. Donc, peut-être que quelque part, nos élus se sentent menacés. Peut-être qu'ils se sentent menacés un peu pour rien aussi, puis qu'on cherche à leur faire peur avec ça, là. Je veux dire, je me souviens, on a vu ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le bureau d'un député, Enrico quelque chose, vandalisé, on en a parlé pendant des jours dans les médias. Puis à un moment donné, c'est sorti de nulle part l'information, mais on n'a pas plus parlé. Oups, finalement, c'était un sans-abri, c'était des itinérants qui avaient vandalisé puis qui avaient pillé son bureau, tu sais. On le victimisait, on a vandalisé mon bureau, c'était du sabotage, on s'en prend à la démocratie, à la politique. Finalement, on s'est rendu compte par la suite que c'était juste un itinérant et un sans-abri, genre. Pas rapport de même qui avait vandalisé son bureau, fait qu'on s'en est pas plus vanté, hein. On n'a pas beaucoup à reparler de ça par la suite, en fait. C'est comme tomber mort, genre. Parce qu'on réalisait bien qu'on avait fait un pet avec ça, là, des grosses sensations pour rien, alors que c'était exagéré. On avait exagéré, on s'était victimisé au bout, alors que finalement, c'était pas ça pantoute. J'ai l'impression qu'à quelque part, on s'est donné comme de l'importance avec ça. C'est-tu moi où on cherche à se donner comme de l'importance? Une importance par procuration avec la justice, on se victimise, on montre les autres comme des méchants, comme des criminels, on nous menace. C'est quand c'est rendu que tu sais que 69% des menaces qui ont été déclarées envers des députés et des élus qui se présentaient aux élections étaient disproportionnées. Je veux dire, on peut pas porter plainte contre des propos désobligeants, là. On peut pas porter plainte parce que les gens nous aiment pas. On commencera pas à porter plainte à la police parce que les gens disent des choses pas polies sur nous autres. On va-tu commencer à appeler la police parce que notre voisin lâche un pet? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une différence entre faire des menaces puis s'exprimer puis dire des choses. Peut-être crues, peut-être franches, peut-être qui manque de tact, peut-être d'une façon qui est pas très polie, qui manque un peu de savoir-vivre puis d'éducation. Je veux dire, il y a du monde mal engueulé dans la vie. Est-ce que c'est illégal d'être mal engueulé? Non, pas ce que je cherche encore. On est-tu rendu avec une police de la pensée, une police des moweurs au Québec? On va-tu vivre comme en Iran? On va envoyer la police chez le monde aussitôt qu'ils s'expriment un peu trop de façon crue, de façon directe. Aussitôt que quelqu'un est un peu mal poli, on va appeler la police. Ah, lui, il est pas gentil, on va lui donner un méchant ticket. Non, mais c'est quoi cette mentalité de mémire pis de grand-père-là? C'est parce qu'en 2022, les gens sont pas obligés de vous cirer les bottes, là. Si ça leur tente pas, là. Ils sont pas à votre merci, c'est pas vos esclaves, ils sont pas obligés d'être polis. Ils ont le droit d'être comme ils veulent, autant heureux que de mauvaise humeur, que bienveillant, que nonchalant, que pas parlable. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Que tout le monde se devrait d'être beau, gentil et courtois et poli? C'est juste impossible. Ça se peut juste pas. C'est juste trop demandé à tout le monde, là. Sois beau, sois belle et tais-toi, reste en silence et garde la bonne convenance. Non, mais c'est parce qu'on vit plus dans les années 60 et 50, là. C'est bien beau la bonne convenance, là, mais on a le droit de vivre nos humeurs, nos émotions, puis de pas être d'accord, puis pas être content, puis d'utiliser toutes les expressions et les mots du vocabulaire existant, même si ça a l'air désobligeant et condescendant. Ça veut dire quand même que dans 69% des cas, il y a des candidats qui se sont sentis menacés, qui ont utilisé la police contre des propos, des commentaires, des choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux sur leur page, pour censurer les citoyens comme une police de la pensée, alors que c'était juste des propos désobligeants puis pas gentils qu'on disait, là. Ça veut dire qu'ils ont dépensé
les fonds de l'argent public pour déranger la police, pour faire une sorte de police de la pensée, de la critique, puis du jugement artistique, de la liberté d'expression, là. Hey, c'est semblable à la police des morts, des Mohawks, là, la police en Iran, là. On est-tu en train de faire vivre un système communiste et une future dictature au Québec avec une future propagande, puis une police de la pensée, puis de l'idéologie? Je pense que ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'affirmer puis d'assumer que sûrement une surutilisation et qu'il y a eu une utilisation abusive de la police pendant ces dernières élections et un signalement exagéré dans 69% des cas de signalement des menaces envers les élus. Dans 69% des cas, c'était infondé, c'était faux, c'était juste des propos qui étaient pas très polis, mais qui ont été exagérés comme des menaces. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 30% des cas qui se sont avérés vérifiables. Du moins, qui ont mené à un motif criminel. Ça veut dire que dans 69% des cas, on a essayé de criminaliser la liberté d'expression des citoyens qui se sont exprimés d'une façon juste crue, puis qui étaient peut-être juste pas contents. J'imagine que c'était ça. Ça veut dire que dans 69% des cas, c'était juste un candidat qui était pas content de lire puis de voir ce qu'on disait sur lui, puis qui a appelé la police pour censurer puis faire retirer la publication sur lui, dans le fond. Ça veut dire que dans 69% des cas, la police a cherché à protéger la réputation d'un candidat qui se présente aux élections au profit de la censure des citoyens dans une sorte de propagande de la liberté d'expression qu'on choisit puis qu'on donne à certains mais pas à d'autres. Dans 30% de ces cas-là, ça a amené à criminaliser des gens, ça a judiciarisé des citoyens puis ça a amené à des arrestations dans à peu près 10 à 15% des cas. C'est quand même pas anodin. Finalement, on réalise que les personnes qui sont victimes de ça, de la réalité qu'on parle, ben c'est peut-être des victimes pour vrai. Puis les victimes qui dénoncent être les victimes, finalement, ils réalisent peut-être pas tout le mal qu'ils peuvent faire à travers ça, là. Je veux dire, c'est correct de vouloir protéger son image, vouloir protéger sa réputation, mais vouloir judiciariser des citoyens et contrôler la liberté de pensée puis d'expression du monde, ça ratisse large. Est-ce que d'avoir des propos désobligeants, c'est criminel? Comment ça se fait que dans 69% des cas, des signalements de menaces contre des élus, on réalise que c'était des signalements de mémères et de pépères contre des propos désobligeants? C'était juste pour censurer des citoyens qui disaient des choses qu'on voulait pas entendre. Une véritable police de la pensée. Écoutez, on va lire les définitions. C'est quoi quelque chose de criminel? Quand on regarde la définition, on dit que c'est quelque chose qui est contraire aux lois sociales. Ça, c'est la définition de criminel. C'est de ce qui appartient au crime, qui est une action qui est commise, qui est faite en contradiction avec la justice. Alors que quelque chose qui est désobligeant, ben c'est quelque chose qui est contrariant. C'est plus quelque chose, dans le fond, qui est comme déplaisant. On parle de quelque chose qui froisse. On parle de quelque chose qui place à l'inconfort. On parle de quelque chose d'incivilisé. Et là, quand on parle de incivilisé, de quelque chose qui n'est pas civilisé, ben là, on parle pas de droit criminel. Là, on parle de droit civil. Donc, j'ai l'impression qu'à quelque part, même les candidats aux élections, ils essayent de abuser de leurs droits, puis détourner un processus de droit civil
en droit criminel et d'abuser de la police envers les citoyens, contre leur liberté d'expression, pour dénoncer des propos désobligeants qui relatent de l'incivilité et de la Chambre civile du Québec, et non de la Chambre criminelle du Canada. Ça vous montre-tu à quel point que le droit civil au Québec, il est mépris, il est mésadapté, puis il est oublié, puis qu'on l'utilise pas, puis qu'il sert à rien, puis qu'il est en stand-by, là? Quand même les candidats aux élections abusent de leurs droits en droit civil pour les faire valoir en droit criminel, alors que les deux juridictions ne se sont pas censées autant se croiser et collaborer et fonctionner d'un sens comme de l'autre. Là. J'ai l'impression qu'on n'est plus capable de les délimiter comme faux. Là. Ça va loin. Mon avis sur la chose est un peu plus tranché. J'ai l'impression que quand on parle de discours, quand on parle de mots, quand on parle de liberté d'expression, quand on parle d'atteinte à la réputation, quand on parle de propos désobligeants, on rentre dans un cadre de justice civile. On rentre dans un cadre de justice civile parce que la liberté d'expression, ça peut pas être criminel. La liberté d'expression, c'est un droit inaliénable qui donne à chaque individu le droit de s'exprimer. Donc, quand quelqu'un dépasse ce droit-là, il y a des recours qui existent en cour civile, et c'est ce qu'on appelle des recours en dommages moraux ou en dommages intérêts pour une atteinte à la réputation, ou peu importe les recours qui existent, mais en cour civile, il existe des recours en conséquence de ça. Là, j'ai l'impression qu'on cherche à criminaliser la liberté d'expression sur des mots, en jouant sur le sens des mots, à la place de compter et de placer les actes de la personne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un crime, ça se juge sur les actes d'une personne. Quand on juge un crime, on juge les actes d'une personne. C'est rare qu'on juge ses mots. C'est rare qu'on juge les mots, en tout cas. À moins que ce soit un aveu, des mots d'aveu, ou un discours contradictoire ou incriminant, c'est rare qu'on juge les mots en justice. D'habitude, pour juger un crime, on juge d'avant tout les actes d'une personne, ses actes criminels. Juger la parole d'une personne, ça revient à juger d'une propre fiction. Parce qu'un discours, c'est bien beau un discours, mais un discours, ça ne représente pas toujours la réalité. Donc, comment on peut prendre acte et juger d'un acte dans le discours d'une personne, d'un acte qu'une personne n'a pas encore commis dans son propre discours? Comment on pourrait même en juger la valeur criminelle et un acte criminel dans ce discours? J'ai l'impression qu'on cherche du crime à quelque part où il n'y a pas de crime. Où il n'y a pas d'acte criminel, parce que pour qu'il y ait un crime, ça prend un acte criminel à la base. Comprenez-vous où je veux en venir? Puis là, je suis carrément en train de sortir le juriste en moi et de réaliser en même temps que vous aujourd'hui que pour juger un acte criminel, ben ça prend un acte criminel. Au sens du mot et du terme, là, ça prend un acte criminel. Comment on pourrait juger d'un acte criminel à prévoir qui ne s'est pas encore produit? Comment qu'on pourrait juger d'un principe de menace? C'est quoi une menace? C'est quoi qui établit la menace? Pour établir une menace qui est une menace, premièrement, ça prend quelqu'un qui se sent menacé. Comment qu'on établit à quel point, comment qu'on peut mesurer comment que cette personne-là se sent menacée? Et est-ce qu'elle se sent menacée par mesure légitime? Est-ce qu'elle a des raisons d'être menacée? Est-ce qu'elle a des raisons de croire qu'elle est menacée? Est-ce que même si elle a des raisons de croire qu'elle est menacée, est-ce qu'elle est réellement menacée pour de vrai? Et là, il y a toutes sortes de questions qui se remettent en question pour savoir si la menace est réelle ou tangible. Comment on juge la sévérité d'une menace et de la menace d'une personne, ou de savoir si quelqu'un est une menace? Il faut la juger d'abord sur ses actes
Je pense que c'est le principe, c'est pourquoi la justice juge les actes criminels. Parce que si on commence à juger une personne sur ses paroles à la place de ses actes, on commence à rentrer dans une multiple théorie de scénarios de science-fiction. Et là, il y a des multiples hypothèses au oui-dire et aux spéculations, là. Tout peut être possible comme tout pourrait être impossible. Moi, je pense qu'il y a un principe d'abus. Je pense qu'on peut juger les actes criminels. On peut juger un meurtre, s'il y a un cadavre, s'il y a l'arme du crime, s'il y a des aveux, s'il y a un ensemble de preuves qui témoignent qu'il y a eu un acte criminel. Mais comment qu'on peut juger un acte criminel qui n'a même pas encore eu lieu? Sous principe de fin d'une menace. De feindre le principe de menace. Dans les véritables faits, pour qu'il y ait une plainte, une poursuite, et que quelqu'un soit déclaré coupable de menace, il faudrait qu'il ait mis fin, qu'il soit parvenu à mettre fin à sa menace. Ou qu'il soit pris sur le fait en train de mettre ou d'accomplir ou de complotiser sa menace. À moins d'être surpris en plein milieu de l'acte du crime et d'être surpris en train de créer, de procéder et de mettre en réalité sa propre menace, comment on pourrait accuser réellement cette personne-là de menace, dites-moi? Je veux dire, si quelqu'un se menace, si quelqu'un, mettons, menace de se tirer en bas d'un pont, mais qui est assis sur un banc de parc bien tranquille à le dire, on va pas mal être moins porté par avoir tendance à le croire que s'il est au sommet d'un pont puis qu'il crie qu'il va sauter puis qu'il va se pitcher en bas. Comprenez-vous? Là, on pense que dans ce cas-là, il est porté à mettre à exécution sa propre menace. Je pense que quand on est dans l'acte, là, c'est facile de juger d'une menace et d'un acte criminel. Mais quand on n'est pas dans l'action, qu'on reste dans la théorie, ça commence à être difficile d'en juger, là, pour de vrai. Ça fait que la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment qu'on juge ça, les principes de menace? Comment qu'on établit ça, une menace? Comment que la police, dans son raisonnement, juge ça? S'il y a une menace, puis s'il n'y en a pas. Comment ça se fait que sur 69% des signalements pour menaces qui ont été faites lors des dernières élections, on se rend compte que 69% de ces signalements-là, c'est des fausses menaces, c'est juste des propos désobligeants. C'est quoi, même nos candidats qui se présentent aux futures élections, qui veulent devenir députés, qui veulent représenter le Québec, ont de la misère à faire la différence entre des propos qui sont juste pas gentils et des propos qui sont illégaux et criminels. Ils ont de la misère à faire la différence entre une franchise et une liberté d'expression un peu peut-être gratuite, mais qui est permise, et finalement des menaces gratuites envers des élus, qui sont réellement menaçantes. Puis, dans 30%, il y avait peut-être des raisons de s'inquiéter. Puis encore là, on ne connaît pas les circonstances, c'est du cas par cas. C'est dur d'en établir les faits et la réalité. C'est facile de généraliser. Et quand on regarde les données, on se réalise qu'on généralise pas mal trop dans les médias. Alors qu'on creuse pas beaucoup dans l'histoire puis dans la chose pour faire enquête, finalement. C'est qui ces gens-là qu'on accuse de menaces, finalement? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi qu'ils ont fait? C'est quoi qu'on leur reproche? C'est ça qui est intéressant. Non, parce que pour vrai, ça va loin, là. Quand c'est rendu que la police, que la Sûreté du Québec épluche le Facebook des citoyens, commence à lire et à scruter les commentaires comme une police de la pensée, puis à choisir ce que les citoyens peuvent dire et peuvent pas dire, c'est parce que Facebook, ils n'ont pas un encadrement des commentaires. Ça n'existe pas, ça, des algorithmes intelligents qui encadrent
la haine sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'on en est rendu là de toute façon, là? Je comprends pas. J'ai l'impression que de l'abus, que de l'exagération, qu'on en fait un phénomène social et qu'on en a fait sensation dans les médias, puis que là, il y a juste tout simplement genre un abus de signalement à la police de menaces envers des élus, là, surtout quand on regarde que 69% des cas n'ont pas porté, n'ont pas amené à des accusations criminelles. Là. Fait que là, on est peut-être juste en train de s'en prendre à des citoyens vulnérables, fâchés ou avec des problèmes de santé mentale. On ne sait pas. On connaît pas le fond de la chose ni de l'histoire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tourne vers ça, là.